Chers auditeurs, pour cette 81e émission, nous vous proposons une revue d'actualité en partenariat avec Faits et Documents, où nous allons parler du coup d'État Macron et des premiers mois de son quinquennat. Et pour parler de tout ça, chers auditeurs, je me trouve avec Xavier de la rédaction de Faits et Documents. Xavier, bonjour à toi. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Chers auditeurs, avant de commencer cette émission, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner très facilement à la revue bimensuelle Faits et Documents en allant sur le site faitsetdocuments.com, 80 € par an pour 24 numéros. Chers auditeurs, c'est Vincent et Xavier sur ERFM. Xavier, Macron a été élu président de la République. Que s'est-il passé ? On a d'abord eu l'explosion du candidat Fillon. En quoi dérangeait-il ? Alors pour comprendre ce qu'on vient de vivre, il faut revenir en novembre 2016. À ce moment-là, il y a deux événements qui se produisent. C'est d'un côté aux États-Unis l'élection de Donald Trump et d'un autre côté en France l'arrivée en tête de Fillon aux primaires de la droite et du centre. Alors a priori, on se dit François Fillon sera notre prochain président. Il est pro-européen, il a été Premier ministre de Nicolas Sarkozy, il s'est toujours tu sur les grands sujets, il a toujours obéi, il est ultra-libéral, il a participé au sommet Bilderberg en 2013, où il a été invité par Henri de Castries qui préside le groupe Bilderberg, qui est le grand patron de AXA, qui a transformé ce groupe en une multinationale de l'assurance, c'est-à-dire un groupe qui est en réalité beaucoup plus puissant que les États, tant en termes de surface financière qu'en termes de renseignements, de collecte de données sur les populations. Donc on se dit, François Fillon est notre prochain président. Or, rapidement, un vent de panique gagne le système parce qu'on se rend compte que derrière le catholique François Fillon, comme on dit dans le Canard enchaîné, derrière le catholique François Fillon, il y a les troupes de la Manif pour tous. On se rend compte que François Fillon a été invité au Club Valdaï, qui s'entend très bien avec Vladimir Poutine, puisque dans le montage que Vladimir Poutine a fait avec Medvedev, François Fillon était Premier ministre au moment où Vladimir Poutine était Premier ministre, que les deux hommes s'entendent très bien. Et puis le système se dit, si c'est Fillon qui est élu, il n'est pas évident de pouvoir continuer à maintenir le cordon sanitaire entre la droite parlementaire et la droite nationale. Donc ça, c'est sur le plan intérieur. Il y a un vrai risque d'une Assemblée nationale LR-FN avec un cordon sanitaire qui saute. Sur le plan international, évidemment, Fillon n'est pas hostile à l'Iran, Fillon n'est pas hostile à Bachar el-Assad, Fillon n'est pas hostile à Vladimir Poutine. Donc l'élection de François Fillon fait craindre une urbanisation de ce candidat en apparence bien policé et bien conforme à la doxa. Donc là-dessus se déclenche l'affaire Fillon. Il faut quand même rappeler que l'affaire Fillon est quelque chose d'absolument dérisoire. François Fillon était Premier ministre, c'est-à-dire qu'il est à un très haut niveau de politique, et ce qui lui est reproché est vraiment dérisoire pour quelqu'un qui en est arrivé à ce niveau-là. Il lui est reproché d'avoir embauché sa femme comme assistante parlementaire. Ce qui est ridicule. Sans qu'elle travaille vraiment. Voilà, mais on n'a jamais vu, par exemple, de campagne de presse sur le financement de l'orchestre d'Anne Gravoin par un milliardaire israélo-sud-africain marchand d'armes. Par exemple, Manuel Valls a une SCI dans le 11e dont il prétend qu'elle fait 50 mètres carrés et dont Charlie Hebdo a révélé que l'appartement, en réalité, faisait 250 mètres carrés. Enfin, sur n'importe quel homme politique... Y compris Macron ? Y compris Macron, mais alors Macron, c'est quelque chose de délirant, puisqu'il travaille 3 ans chez Rothschild et on ne sait pas où est passé l'argent. Il paye pas l'ISF. Olivier Berruyer, sur le blog Les Crises, en est arrivé à la conclusion que si sa déclaration de patrimoine est conforme à ce qu'il a gagné chez Rothschild, ça veut dire qu'il a dépensé un SMIC par jour pendant 3 ans. Donc ce qui est à peu près impossible. Alors on pourra revenir où est passé l'argent. C'est un sujet sur lequel on pourra revenir dans une prochaine émission. Et sur la réaction des médias qui ont eu cette information pendant les derniers jours de campagne. Les médias ont évidemment... Alors cette campagne a été très intéressante parce que c'est au moins un coup d'état médiatique. C'est-à-dire que l'acharnement sur François Fillon masque aussi tout ce qui aurait pu être dit sur les autres candidats. Et on peut aussi penser que les autres candidats ont agi
sous cette pression médiatique, avec une sorte de couteau médiatique sous la gorge pour ne pas dévier de la ligne. Je pense par exemple à Benoît Hamon, dont il aurait été logique qu'il se rallie à Jean-Luc Mélenchon et dont son score aurait propulsé Jean-Luc Mélenchon au second tour. Benoît Hamon n'a pas bougé une oreille sous la menace. Qu'est-ce qui aurait pu salir éventuellement Benoît Hamon? Ça a été très peu rappelé que sa femme est lobbyiste en chef de LVMH, le groupe de Bernard Arnault, elle est intervenue au Sénat pendant la loi Macron pour défendre le travail le dimanche et le travail le soir. Ça n'a jamais été rappelé. Il y aurait pu avoir une vraie campagne de presse pour salir son image de candidat frondeur de la gauche en utilisant ces arguments. Autre argument central qui aurait pu donner lieu à une campagne de presse BFM non-stop, c'est le fait que la circonscription dont il est l'élu et le Molenbeek français, c'est Trappes. Faut savoir, l'Arabie Saoudite en a fait un centre, et c'est de là que partent la plupart des djihadistes français. Donc, on peut très bien imaginer que si Benoît Hamon s'était rallié à Jean-Luc Mélenchon, tous les éléments étaient là pour le salir. On remarque aussi que Jean-Luc Mélenchon a bénéficié d'une mensuétude relative des médias, notamment quant à sa vie privée, mais aussi sur son patrimoine, dont on ne sait absolument rien, et des affaires de népotisme. Il y en a également du côté de Jean-Luc Mélenchon, puisque sa fille a été embauchée, il me semble, au Conseil général de l'Essonne. Enfin, je dis peut-être une bêtise, mais c'est un poste... Elle a obtenu un poste, d'ailleurs, elle a porté plainte. Elle a porté plainte, alors il me semble que la plainte n'a pas abouti. Hein. Exactement. Et alors, pour revenir sur le candidat Fillon qui donc a explosé en vol, on l'a vu, lorsque Macron a gagné, malgré tout, il était en quelque sorte content que ça se termine pour lui, de cette façon. Oui, alors là, c'est un point central du coup d'état médiatique, c'est de comprendre que Fillon... la diffamation envers François Fillon aurait pu aller encore plus loin. Je donne un exemple. Le 20 avril, Closer sort une affaire de bracelet de son attaché de presse retrouvé dans la chambre d'hôtel de François Fillon en Corse. Donc, sous-entendu, il trompe Pénélope. On aurait pu aller encore plus loin. On connaît les rumeurs récurrentes sur... l'homosexualité de François Fillon, une hypothétique garçonnière, et ainsi de suite. Donc évidemment, François Fillon, on le sent soulagé le soir du premier tour. Il se rend avec armé bagage à 20h01. Il appelle à voter Macron, il se retire de la vie politique, il est soulagé. Et on voit très bien que c'est un homme qui échappe à une nouvelle campagne de presse. Concernant Fillon et Closer, dans ta lettre Faits et Documents, tu consacres une enquête à un personnage, Michel Marchand. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors ça, c'est un fait absolument central pour comprendre comment rien n'a fuité sur la vie privée d'Emmanuel Macron et pourquoi toutes les couvertures de presse ont présenté son couple idyllique avec Brigitte Trogneux. Il faut comprendre. Michel Marchand, c'est un personnage extrêmement flou. On sait très peu de choses sur elle. On nous dit qu'elle a travaillé dans un garage sur les Champs-Élysées. Alors, elle est âgée de 70 ans. Hein. Elle a fait plusieurs allers-retours en prison. Elle a été citée dans des affaires de trafic de drogue. Elle a tenu des boîtes de nuit, dont des boîtes de nuit lesbiennes dans le Triangle d'Or, avant de se reconvertir dans la presse People, où, forte de son réseau, disons dans les bas-fonds, elle a pu devenir l'informatrice principale de Voici et la rédactrice en chef off de Voici, quand justement Voici a pris un virage presse People, disons, à l'anglaise, puisqu'avant, la presse People française était que sur un mode de publi-reportage façon Paris Match. On parle dans le monde de l'imminence grise de la presse People concernant Michel Marchand. Voilà, donc finalement, elle quitte Voici au tournant des années 2000 avec le scandale dit de la caisse noire de Voici, avec des
des informateurs rémunérés en cash, des liasses de billets qui circulent, et puis finalement elle monte plusieurs sites People, et aujourd'hui tous les gens qu'elle a un peu chapeautés, qu'elle a lancés du temps de Voici, sont à la tête de Public, Closer et ainsi de suite. Et il faut comprendre que son agence Best Image vend 70% environ des photos qui sont publiées dans la presse, de Gala, Paris Match, Closer, Voici et ainsi de suite. Et au moment où la rumeur sur l'homosexualité d'Emmanuel Macron commençait à envahir absolument toutes les conversations dans Paris, toutes les salles de presse en parlaient, toutes les salles de rédaction en parlaient. À ce moment-là, Michel Marchand est apparu dans l'entourage d'Emmanuel Macron. Par Xavier Niel. Alors voilà, ça c'est toujours pareil, c'est-à-dire que c'est toujours des profils assez marrants. D'ailleurs, sur Xavier Niel, on pourrait faire une parenthèse sur ce que c'est que la start-up et la réussite dans les nouvelles technologies. Il faut savoir que Xavier Niel a travaillé pour la DST, alors qu'il était empêtré dans des affaires de proxénétisme, hein, tout ça est sur Wikipédia, hein, était empêtré dans des affaires de proxénétisme. Il a travaillé pour la DST, et c'est dans les locaux de la DST qu'il a rencontré son associé avec qui il créera Iliad. Donc on a affaire à des réseaux très très profonds. On trouve également dans l'entourage de Michel Marchand, Ramzi Kiroun, qui était le bras droit de Dominique Strauss-Kahn pendant des années, et qui s'est mis au service d'Arnaud Lagardère, et qui a vendu l'image du couple d'Arnaud Lagardère, ensuite qui a vendu l'image du couple de Richard Gasquet. Enfin, on trouve vraiment toutes ces personnalités un peu en eau profonde qui apparaissent dans l'entourage d'Emmanuel Macron. Dans ta lettre, tu cites Xavier Vanity Fair. Je vais lire cette petite citation. Ce coffre blindé de secrets qu'elle livre ou retient au gré de ses coups de cœur et de ses intérêts a désormais sa place dans l'establishment. Elle déjeune avec Xavier Niel, Ramzi Kiroun, le bras droit d'Arnaud Lagardère ou Bernard-Henri Lévy au Ritz. Il l'appelait un jour paniqué après avoir été paparazzé à New York. Dans l'heure, tout était réglé. Pour cela et pour quelques autres, Michel Marchand est un bouclier. Voilà, donc la citation résume assez bien le personnage, et surtout, donc il faut comprendre qu'elle alimente via son agence Best Image 70% de la presse en photo. Elle tient tous les paparazzis de Paris, elle a un monopole sur les paparazzis de Paris, et elle a géré l'image du couple Macron. Donc il y a un énorme conflit d'intérêts dont absolument personne ne parle, ça choque absolument personne, mais voilà, quand on voit en plus le rôle délétère qu'a pris la presse People pour salir certains hommes politiques, c'est la moindre chose de s'étonner de voir Michel Marchand gérer l'image du couple Macron. Donc le couple Macron a rencontré Michel Marchand au sujet de Mathieu Gallet, pour que cette affaire ne sorte pas dans la presse, c'est bien ça? Voilà, à l'époque, tout le monde, on entendait un peu partout dire oui, bon, des images de Mathieu Gallet et Emmanuel Macron vont sortir dans Closer, l'information va sortir c'est éminent, et ainsi de suite. Et à ce moment-là, on voit Michel Marchand apparaître. Et alors, quel rôle ont joué les sondages dans ce coup d'État de Macron? Alors ça, c'est un sujet qui est assez central, c'est-à-dire que c'est la deuxième face de la même pièce. C'est-à-dire d'un côté, une campagne médiatique de chantage et de dénigrement, et d'un autre côté, des sondages qui sont martelés. Alors les principaux sondages qui ont été martelés donnaient le résultat qu'on a eu le soir du premier tour. C'est-à-dire Macron à 23%, Marine Le Pen à 21%, François Fillon à 19% et Mélenchon à 19%, hein, quelque chose comme ça. Or, il y a plusieurs choses. La première, c'est l'apparition d'instituts de sondage, si on veut, alternatifs, basés uniquement sur le big data, dont Filteris, qui donnaient, eux, François Fillon, Marine Le Pen en tête, Mélenchon en troisième et Macron en quatrième. Alors, c'est pas seulement des instituts de sondage traditionnels et le big data de l'autre côté, puisque les instituts de sondage traditionnels utilisent maintenant le big data. Il faut comprendre, la différence entre la méthode traditionnelle et la méthode big data, c'est la même différence qu'il y a entre le VHS et le DVD, ou même plus les lunettes 3D pour voir les films. C'est comme si
on vous disait, vous verrez bien mieux le film avec les VHS qu'avec les lunettes 3D. Ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Deuxième objection, on nous dit, le big data ne compte moins ou compte pas assez l'impact électoral des retraités qui, par définition, sont moins sur Internet. Or, les retraités votent à 45%, ont voté à 45% pour François Fillon au premier tour. Ce qui veut dire que les résultats du big data auraient dû être aggravés. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les sondages qui ont été fournis, notamment à BFM TV pendant toute la campagne, sont des sondages BVA. BVA, c'est un institut de sondage fondé un an et demi avant l'élection présidentielle par Bernard Sananès, ancien d'Euro-RSCG, et qui vient pas du tout du monde des sondages. Donc là, on a des sondages qui sont matraqués. Et je m'empresse d'ajouter que un des fils de Brigitte, donc qui est le beau-fils d'Emmanuel Macron, qui est plus âgé qu'Emmanuel Macron d'ailleurs, qui doit avoir 42 ans, et vice-senior président de Kantar TNS Sofres, qui est le principal institut de sondage. Et on a un lapsus du responsable du pôle politique, il me semble de la Sofres, quelques jours avant la présidentielle, qui dit oui, on a monté le candidat Macron. Donc il y a vraiment eu une opération de sondage, de matraquage des sondages pour que le résultat ne paraisse absolument pas suspect. Et évidemment, l'élection est entachée d'innombrables irrégularités, 500 000 cartes d'électeurs envoyées en double, 250 000 électeurs radiés en 2017, ce qui représente 28% en plus que sur l'exercice précédent, puisque évidemment tous les ans des électeurs sont radiés, d'autres sont ajoutés, mais là 28% en plus. Enfin, un faisceau d'éléments qui font que des élections se seraient déroulées comme ça dans un autre pays, on aurait envoyé des observateurs de l'ONU. Là, non, ça passe comme une lettre à la poste. Donc il y a un vrai problème de chantage sur les candidats, un vrai problème au niveau des sondages. Cette élection pose vraiment un tas de problèmes, un tas de questions. Mais pourtant, Xavier, ces résultats du 23 avril, personne ne les remet en cause. Et moi qui suis allé au meeting d'Emmanuel Macron, je peux te garantir qu'il y avait énormément de monde. Alors, sur les résultats du 23 avril, ils ont été remis en cause par 2 personnes et non des moindres. Mélenchon les a remis en cause à demi-mot dans une vidéo. Alors évidemment, il ne l'a pas répété, il ne l'a pas martelé, mais il l'a remis en cause à demi-mot dans une vidéo. Et Robert Bourgi, dans une interview sur CNews, expliquait que François Fillon lui avait confié, donc c'est une interview qu'il a donnée, il me semble, le 4 mai, entre les 2 tours à CNews. Robert Bourgi, qui est, si on veut, le successeur de Focard, explique que Fillon lui a confié qu'il avait des doutes sur les résultats. Donc non, c'est un vrai coup d'État et personne ne dit rien parce que tout le monde est tenu et l'affaire Fillon a été un signal médiatique pour expliquer à l'ensemble de la classe politique que tout le monde devait être le doigt sur la couture du pantalon et que si jamais une oreille bougeait, une campagne de presse pouvait être menée à partir de quasiment rien. Alors Xavier, le lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron, on a vu sur TF1 un documentaire, les 200 jours précédant son élection, où on voit un personnage, Sylvain Faure, qui gère sa communication. Voilà, alors ça c'est aussi quelque chose qui est intéressant, c'est de voir à quel point les journalistes sont parqués, au moins parqués. C'est-à-dire Sylvain Faure, comme tu l'as mentionné, a créé une société qui s'appelle Still & Holt et qui gère la communication de crise de grands groupes, donc AXA, Edmond Rothschild, ou le fonds d'investissement américain Carlyle. Donc on peut penser que c'est ce qui se fait de mieux en termes de communication de crise. C'est lui qui a géré les journalistes pour Emmanuel Macron et qui aujourd'hui est en poste à l'Élysée pour gérer les relations avec la presse. Alors il faut savoir que pendant la campagne, la Société des journalistes de Challenge a publié un communiqué pour expliquer que le journal ne faisait campagne que pour Macron, et fait rarissime, à l'occasion du déplacement d'Emmanuel Macron au Mali, les sociétés de journalistes de l'AFP, du Monde et d'autres grands titres ont publié un communiqué pour dire que c'était scandaleux que la cellule presse de l'Élysée
l'Élysée avait choisi les journalistes censés accompagner Macron. Donc on est dans une dérive autoritaire vis-à-vis de la presse. Par ailleurs, les Macron Leaks ont été finalement très peu repris dans la presse. Il y a eu un article sur Mediapart, un article dans Libération et un article dans la lettre A. Alors la lettre A, c'est une lettre confidentielle d'information destinée aux milieux dirigeants. Ça doit coûter 1 500 € à l'année, donc autant vous dire que c'est pour des grandes sociétés ou des grandes administrations. Donc la lettre A avait fait une petite notule récapitulant à partir des Macron Leaks qui étaient les donateurs, enfin en tout cas certains donateurs d'En Marche. Or, l'équipe d'Emmanuel Macron a porté plainte contre la lettre A, ce qui est absolument rarissime et qui est un signal envoyé à peu près toute la presse, puisqu'en portant plainte contre la lettre A, on dit par définition, les plus gros médias subiront les mêmes plaintes. Donc c'est quelque chose qui est absolument central, c'est que la communication d'Emmanuel Macron est une communication sur le fil, une communication de crise permanente. Alors je te cite, concernant Sylvain Faure, ce dernier a fait ses armes chez BNP Paribas puis DGM Conseil avant de lancer sa propre agence, tu l'as dit tout à l'heure, Still & Holt, spécialisée dans la communication corporate et financière qui promet à ses clients des plans de gestion de crise, chocs sociaux, restructuration, opérations stratégiques, changement de management. Nous avons toute l'expérience nécessaire pour accompagner nos clients dans ces contextes critiques afin de contrôler les dommages d'image potentiels, voire de tirer parti de ces moments complexes. Notons que c'est comme prestataire de service que Sylvain Faure avait rejoint Emmanuel Macron en août dernier. Voilà, il n'a pas rejoint en tant que militant, il a rejoint en tant que prestataire de service. Alors tu parlais d'ailleurs du reportage de TF1, il y a quelque chose qui est très intéressant dans le reportage de TF1, c'est qu'on voit Emmanuel Macron conseillé par deux personnes qui sont évidemment pas dans l'organigramme d'En Marche, qui sont Daniel Cohn-Bendit et Romain Goupil. Romain Goupil, ancien chef du service d'ordre de la Ligue communiste révolutionnaire, devenu réalisateur de films et agent néoconservateur. Et évidemment, dans cette galaxie, alors on le voit pas dans le documentaire, mais il y a évidemment Julien Drey, qui a été conseiller du soir de François Hollande pendant toute la durée du quinquennat et qui a prodigué ses conseils à Emmanuel Macron. Et Julien Drey s'est agité absolument pendant toute la campagne, tantôt en demandant au Conseil constitutionnel de décaler l'élection, tantôt en demandant à François Fillon de retirer sa candidature. Enfin, on a vu Julien Drey s'agiter absolument pendant toute la campagne présidentielle. Et là-dessus, il y a un point qui est intéressant, c'est que la gauche n'a pas de cordon sanitaire. C'est-à-dire que la gauche parlementaire peut discuter sans problème avec son extrême gauche, on le savait, mais en plus ne refuse absolument pas les conseils de son aile révolutionnaire, puisque Goupil, Cohn-Bendit, Julien Drey viennent prodiguer leurs conseils à l'ultra-libéral Macron, qui fait des discours pour Jeanne d'Arc, qui peut aller voir Philippe de Villiers, enfin il n'y a aucun problème. Et ça c'est vraiment un point central quand on sait que la droite parlementaire est terrorisée par cette histoire du cordon sanitaire, qui a d'ailleurs été encore adoptée au dernier congrès juif mondial. Le congrès juif mondial s'est tenu il y a quelques semaines à New York. Ça c'est pareil, on n'en parle jamais dans la presse. C'est tenu à New York, ça se tient tous les 4 ans. Donc le dernier congrès juif mondial s'est tenu à New York. Et la résolution qui a été adoptée, c'est pour l'Europe de renforcer le cordon sanitaire entre les partis de droite parlementaires et les droites nationales et populistes. Alors là, Xavier, je vais te lire parce que vraiment ce passage m'a vraiment frappé. Effectivement, comme tu le dis, le Congrès juif mondial donc s'est réuni le 25 avril à New York. Au terme de son assemblée plénière, le Congrès juif mondial a adopté une résolution sur les groupes politiques extrémistes dans laquelle il note avec inquiétude l'ascendance des partis et groupes politiques extrémistes, souvent autoritaires, en particulier en Europe, tels que, mais sans s'y limiter, le Jobbik en Hongrie, le FPO en Autriche, l'AfD en Allemagne et le Front National en France, qui dans de nombreux cas travaillent à faire progresser les agendas nationalistes et populistes qui favorisent la haine et la division dans la société civile et peuvent donc contester les droits des citoyens dans des sociétés démocratiques et ouvertes. Le Congrès juif mondial exhorte à la prudence dans le traitement des partis politiques et des groupes qui ne s'engagent pas à respecter les valeurs démocratiques et les droits civils de tous les citoyens.
Plus loin, il appelle à la création d'un cordon sanitaire à tous les niveaux, local, régional, national, européen, vis-à-vis des partis extrémistes et à l'adoption d'une politique de pas d'alliance à ces partis et groupes afin de garantir la réduction et l'élimination de leur influence. Il appelle également les gouvernements à envisager la prise de toutes les mesures légales à leur disposition pour diminuer l'effet de ces partis et groupes extrémistes et le cas échéant à établir un cadre juridique soutenant la prise de mesures contre de tels groupes menaçant la démocratie. Alors là, Xavier, Emmanuel Macron est élu président de la République avec 66% des voix et le soir de son élection, il se rend à la rencontre de ses électeurs sur l'esplanade du Louvre. Il y a cette longue marche, puis c'est arrivé sur scène, sur le podium, et ce plan où on le voit devant la pyramide. Oui, alors ça c'est un truc assez intéressant parce que il me semble que tu as été à la soirée du Louvre, il n'y avait pas foule, non? Il y avait pas, c'est vrai qu'il n'y avait pas foule à ce moment-là, effectivement. Je Parce confirme. que la cour du Louvre peut pas contenir énormément de monde et personne n'était recalé à l'entrée, il n'y avait pas de filtrage particulier. Non. Et Non. la foule n'était pas compacte. Effectivement, la foule n'était pas compacte, ça c'est vrai. Alors, ce qui se passe... Malgré les plans larges, on pouvait penser qu'il y avait du monde. Voilà. En réalité, il n'y avait pas tant de monde que ça. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une arrivée d'Emmanuel Macron sur scène, qui a été comparée à l'arrivée de Mitterrand au Panthéon en 1981, et qui rapidement sur Internet a déclenché, si on veut, les commentaires des complotistes sur les réseaux sociaux. Alors, ce qu'on dit, nous avons fait les documents, c'est que on ne sait pas ce qu'il en est, mais en tout cas, il n'y a pas seulement les complotistes sur les réseaux sociaux, puisque Serge Moati, qui se définit lui-même comme socialiste, juif et franc-maçon, a analysé cette cérémonie à la fois dans Ouest France et dans l'Obs, et donc dans la lettre, j'ai rapporté ses propos. Je cite Serge Moati, « Il marche, et pendant cette marche, il se transforme en président. C'est une marche initiatique. Dans toutes les initiations du monde, c'est d'abord un homme seul qui est dans le noir, et lorsqu'il apparaît à la lumière, il s'est transformé, il est devenu président. Et dans cette symbolique-là, il arrive où? Devant une pyramide, c'est-à-dire les mystères d'Isis, les mystères d'Osiris. Plus loin, il y a eu de la spiritualité là-dedans. » C'est le site internet de l'Obs le 9 mai. Voilà, donc Serge Moati confirme l'impression qu'ont eu à peu près tous les gens qui regardaient avec étonnement cette cérémonie, puisque le plan est manifestement fait pour qu'on voit Macron derrière cette pyramide avec cet œil. Donc Emmanuel Macron est élu président. Quel bilan, Xavier, on peut tirer de son premier mois et de cette investiture ? Oui, alors déjà, son quinquennat commence par une investiture qui renoue avec les canons de la monarchie présidentielle, si on veut. Il remonte les Champs-Élysées dans un véhicule militaire, ce que tout le monde a remarqué, et ensuite il nomme son gouvernement. Et première surprise, c'est que le ministère de la Défense redevient le ministère des Armées. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, la première conclusion qu'on peut tirer des nominations dans le courant du mois de mai et de l'investiture d'Emmanuel Macron, c'est que le système est passé par un trou de souris pour imposer son candidat et qu'il y a un vrai projet derrière Emmanuel Macron qui est d'en faire le champion du mondialisme, étant entendu que Vladimir Poutine est largement diabolisé en Occident, que Donald Trump est perçu comme un personnage assez peu sûr et assez peu fiable. Là, on voit qu'il y a des luttes de pouvoir très très importantes à Washington. Et que la France, de par le fait qu'elle ait l'arme nucléaire, du fait qu'elle ait une place au Conseil de sécurité de l'ONU, doit devenir, sous la présidence Macron, le fer de lance du projet européen, dans lequel la France jouera un rôle de premier ordre, à la fois diplomatiquement et militairement. Donc on a cette nomination de cette ministre des Armées, Sylvie Goulard. Alors ce qui est très intéressant, donc là on peut peut-être faire un panorama de l'ensemble des ministres. De l'ensemble des ministres. Donc, alors déjà Sylvie Goulard, pour rester sur les armées. Alors Sylvie Goulard, elle est née Gracie, hein, elle a épousé Guillaume Goulard, qui est membre du Conseil d'État. Surtout, elle a déclaré à de multiples reprises qu'elle ne se sentait pas française, et elle a fait toute sa carrière
dans les instances européennes et elle a fini par se faire élire au Parlement européen, d'abord dans le sud-ouest et ensuite dans le sud-est. Donc elle est vraiment pas enracinée. Ensuite elle a travaillé auprès de Romano Prodi, elle a travaillé auprès de Mario Monti. Elle est dans d'innombrables think tanks euro-atlantistes. Elle a été sélectionnée au dernier sommet Bilderberg. Évidemment, elle est membre du siècle. Et elle ne se sent pas française. Alors Xavier, moi il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué en lisant ces portraits que tu dresses de l'ensemble des ministres. Ils sont tous je crois, membres soit du siècle, soit de l'infra-maçonnerie, soit des deux à la fois. Voilà, alors ça c'est aussi une petite réflexion qu'on peut faire sur le Grand Orient qui sans arrêt explique qu'il est en perte de vitesse, que vraiment son âge d'or ça a été... le tournant 19e, 20e siècle. Enfin, il y a quand même très peu d'organisations qui arrivent à placer dans un gouvernement à la fois le ministre des Affaires étrangères, donc Jean-Yves Le Drian, et le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Donc le Géo est quand même bien représenté à des postes clés au sein de ce gouvernement. Alors évidemment, la plupart, voire la quasi-totalité des ministres sont membres du siècle, qui est une centrale de production des élites françaises. Hein. Il faut être, on est invité, on est ensuite validé. Donc, il faut bien comprendre que le conseil d'administration du siècle est aujourd'hui dirigé par Patricia Barbizet, qui est responsable des affaires financières du groupe Pinot et qui surtout est Young Leader de la French American Foundation. Et dans toutes les instances du siècle, on retrouve ces fameux Young Leaders. Justement, le Premier ministre Édouard Philippe, choisi par Emmanuel Macron, est Young Leader, comme Macron lui-même d'ailleurs. Oui, il a beaucoup de points communs avec Emmanuel Macron. Déjà, il est issu du milieu enseignant. Ensuite, il est effectivement membre du siècle, Young Leader, sélectionné au club Bilderberg. Il a commencé à gauche. À gauche, ensuite est repassé dans la droite la plus recentrée. On peut penser qu'Emmanuel Macron a choisi un concurrent qui peut être aussi infusible, tellement leurs profils sont similaires. Ok, et autour de lui, évidemment, on retrouve Jacques Attali. Oui, ça c'est un autre point commun qu'il a avec Emmanuel Macron, c'est qu'il a été repéré par Jacques Attali, et Jacques Attali organise un forum tous les ans dans la ville dont est le maire Édouard Philippe. Donc le forum annuel de Positive Économie, je sais pas quoi, Planète Finance. C'est Positive Economy Forum. Positive Economy Forum. Alors un fait un peu cocasse que j'ai noté, je cite ta lettre Xavier, peu présent à l'Assemblée nationale, on parle d'Édouard Philippe, le Premier ministre, il s'est toutefois fait remarquer en s'opposant aux lois sur la transparence de la vie publique et en se retrouvant en 2014 parmi les 23 députés ou sénateurs sur 1048 dont la déclaration de patrimoine est assortie d'une appréciation de la HATVP, une mention réservée au manquement d'une certaine gravité. Donc ça, c'est la source, c'est Mediapart, le 12 mai 2017. Alors qu'en ce moment, ils sont justement en train d'essayer de fonder une loi sur la transparence de la vie publique, avec notamment François Bayrou, hein, c'est ça ? Voilà, alors dans cette loi de la transparence de la vie publique... qui nous amènera à parler d'ailleurs de la LICRA. Voilà, ça c'est un sujet important, c'est que évidemment la LICRA, à chaque fois qu'il y a un nouveau garde des Sceaux est nommé, la LICRA se fonde un courrier pour expliquer ce qu'elle veut et ainsi de suite. Et cette fois, la LICRA a envoyé un courrier à François Bayrou pour demander que soit inscrite dans la loi de moralisation de la vie politique l'interdiction pour les personnes condamnées pour délit d'opinion de se présenter. Pour précisément injure publique ou non publique, diffamation ou provocation à caractère racial ou homophobe, pour discrimination, pour apologie ou contestation de crimes contre l'humanité, pour apologie de terrorisme. Donc ça, c'est les termes précis demandés par la LICRA. Et ce qui est intéressant, c'est que François Bayrou, donc le nouveau garde des Sceaux, est un des rares hommes politiques à figurer au comité d'honneur de la LICRA. Ce qui est intéressant au niveau des investitures et des nominations du mois de mai 2017, c'est de voir qu'il y a une certaine régénération de la classe politique. C'est en vérité la prise de pouvoir d'une génération qui, si vous voulez, est née en 75 et qui a été biberonnée au Sciences Po de Richard Descoings.
Donc vraiment une génération libérale, libertaire. Et quand on regarde les nominations, systématiquement, on voit né en 78, passé par Sciences Po, né en 80, passé par Sciences Po. Et il y a vraiment un saut de génération. C'est-à-dire que les 68ards laissent leur place à cette génération née entre 75 et 80 grosso modo, et on voit que finalement la génération née entre 55 et 75 n'aura jamais vraiment eu le pouvoir. Et donc, dans cette régénération du système, le système se régénère, on voit que la LICRA a joué un rôle pour bien border tout ce qui pouvait dépasser. C'est-à-dire que des investitures ont été retirées à des soutiens de la cause palestinienne ou du BDS. L'affaire Ferrand peut s'interpréter aussi de cette manière-là, puisque 10 jours avant que se lance l'affaire Ferrand, on voyait sur toute la blogosphère sioniste nombre de gens réclamer sa tête parce qu'il finançait la cause palestinienne. En plus, alors Ferrand, c'est vraiment un cinquième couteau. Il a vraiment une carrière politique assez ridicule. Je pense qu'il ne doit pas avoir beaucoup de protection. Et en plus, il était aubriste, il a trahi les aubristes pour se rallier à Macron. Donc, il a accumulé suffisamment d'inimitié, il a assez peu de protection, et en plus, il était pro-palestinien. Je pense que c'était l'homme à faire sauter, l'homme à abattre. Alors, parmi ces nominations, on a un profil atypique. Nyssen Françoise, ministre de la Culture. Xavier, qu'est-ce que l'anthroposophie ? Françoise Nyssen, c'est intéressant comme nomination au ministère de la Culture parce que c'est l'héritière des éditions Actes Sud qui ont été fondées par son père. Donc c'est une maison d'édition sise à Arles et qui fonctionne un peu en vase clos à la manière d'un clan, et qui est une maison d'édition qui a toujours proposé principalement des traductions d'ouvrages venus d'Europe du Nord, c'est-à-dire des auteurs suédois, des choses comme ça. Et visiblement, suite au suicide de son fils, elle s'est rapprochée de cette société anthroposophique. Et ce qui est intéressant, c'est que cette société anthroposophique est classée par l'organisme d'État chargé de détecter les sectes, qui s'appelle la Mivilude. Et la Mivilude, c'est vraiment un fromage maçonnique. À chaque fois, c'est un franc-maçon qui dirige la Mivilude et qui désigne quel groupe est considéré comme une secte ou n'est pas considéré comme une secte. Or, la société d'anthroposophie est visiblement considéré comme une secte. Donc on verra ce qu'il advient de Françoise Nyssen. Alors une remarque sur Françoise Nyssen, c'est encore une personnalité qui est pas à la manière de Sylvie Goulard, qui est pas vraiment française, c'est-à-dire qu'elle se sent belge, elle a été naturalisée et elle édite des romans étrangers. Voilà. Alors Xavier, autre personnage dans ce gouvernement, Buzyn Agnès, Buzyn, B-U-Z-Y-N. Qu'est-ce qu'on peut dire sur elle ? Alors Agnès Buzyn, c'est un cas très intéressant puisqu'elle est nommée ministre de la Santé et qu'elle va être chargée de faire avancer tous les dossiers relatifs à la poursuite du mariage homosexuel, c'est-à-dire GPA, PMA et ainsi de suite, toutes ces mesures sociétales qui mènent plus ou moins au transhumanisme. Alors ce qui est intéressant chez Agnès Buzyn, c'est que dans le milieu des mandarins de la médecine, on considère qu'elle doit sa carrière à son premier mariage avec Pierre-François Weil, donc qui est le cadet des fils de Simone Veil. Donc depuis, elle a divorcé de lui et elle est remariée avec Yves Lévy, qui est le président de l'INSERM, ce qui pose un problème également de conflit d'intérêts. Alors, ce qui est intéressant du côté d'Agnès Buzyn, c'est que, par exemple, elle intervient régulièrement au Grand Orient, et la dernière fois, donc où sont véritablement fabriquées les lois, hein, donc devant la Commission nationale de santé publique et de bioéthique du Grand Orient de France, elle a planché le 3 octobre 2015 lors d'un colloque dont le titre était La fin de vie des enfants, donc l'euthanasie des enfants.
Et évidemment, lors de cette planche, elle s'est prononcée en faveur de l'espace de liberté belge, c'est-à-dire en faveur de la dépénalisation de l'euthanasie, y compris des enfants. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, à la manière de Christiane Taubira, les mouvements catholiques qui vont être amenés à manifester contre les mesures portées par Agnès Buzyn vont être traités. Du temps de Christiane Taubira, c'était évidemment traité de raciste, puisque si tu t'opposes à Christiane Taubira qui est noire, tu es automatiquement raciste. Et alors là, avec Agnès Buzyn, ça va être vraisemblablement l'antisémitisme, voire le négationnisme. Alors je voudrais revenir sur, par exemple, la personnalité du père d'Agnès Buzyn. C'est très intéressant, donc qui s'appelle Élie Meyer-Buzyn et qui est retraité, un chirurgien à la retraite. Et puis depuis qu'il est à la retraite, il s'est investi un peu dans le militantisme communautaire à la loge Sigmund Freud du Bnei-Brit et qui, depuis qu'il est en retraite, assume le rôle de témoin de la Shoah. Donc je me reporte à sa fiche Wikipédia. Arrivé au camp de Buchenwald, ses pieds ont gelé. À l'infirmerie, on lui annonce qu'il faut l'amputer des 2 pieds pour empêcher le développement de la gangrène. Effrayé, il s'enfuit de l'infirmerie et retourne à son baraquement, avec les pieds gelés. Un soldat russe, après avoir entendu ce qui s'est passé, lui dit « Écoute-moi, il faut que tu trempes tes pieds alternativement dans de l'eau froide et de l'eau chaude. On aide Buzyn à se procurer de l'eau chaude et froide, et nuit et jour, il trempe ses pieds dedans. Quelques jours après, ses pieds commencent à guérir. » Alors je continue la biographie. Il vit d'abord 7 ans en Palestine mandataire, devenu État d'Israël, puis après un bref séjour en France, passe 2 ans à Oran. En 1956, il s'installe définitivement en France et fait ses études de médecine, puis devient chirurgien. Il témoigne de son souhait d'oublier qui le conduit à se faire ôter son matricule de déporté. Donc là, on apprend qu'il n'a pas de matricule de déporté. C'est après un silence de 50 ans qu'il décide de témoigner de son vécu de survivant du ghetto et de camp. Élie Buzyn participe ainsi à une visite annuelle à Auschwitz. Il participe à la commémoration annuelle de l'Holocauste par la Communauté européenne en 2014. Il est fait chevalier de la Légion d'honneur cette année-là. Voilà, donc c'est très intéressant parce qu'on va voir le gouvernement aller au clash avec les milieux catholiques, et évidemment, de la même manière que ces milieux catholiques avaient été traités de racistes et d'homophobes à l'ère Christiane Taubira, on peut facilement penser que cette fois-ci, les manifestants seront traités d'antisémites et de négationnistes. D'ailleurs, à ce propos, on se souviendra que dans le reportage qu'on avait vu sur TF1, il y avait une scène assez étonnante où Emmanuel Macron avait comparé les crimes en Algérie de crimes contre l'humanité. Et là, on a une conseillère qui est en face de lui, qui lui dit ça, bon, la communauté juive ne considère que c'est vraiment un domaine réservé, en quelque sorte, je résume. Non, mais les mots qui sont employés sont monopole et copyright. C'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment le vocabulaire de la propriété intellectuelle artistique. Je veux te dire, Xavier, donc tu disais tout à l'heure que Macron était le candidat, le champion du mondialisme, et dernièrement s'est déroulé un événement. Macron s'est indigné dans une vidéo en anglais de la décision de Donald Trump de sortir des accords de Paris. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Oui, alors ça c'est très intéressant, les accords de Paris sur le climat, parce qu'on ne perçoit pas assez à quel point cet événement est central. Et central pour les tenants du mondialisme parce qu'il permet de mettre en application cet argumentaire qui est « à problème global, solution globale ». Le problème du réchauffement climatique, de sauver la planète, c'est quelque chose qui fait à peu près consensus. C'est-à-dire tout le monde est d'accord sur le fait qu'il fait sauver la planète et que les gouvernements du monde s'entendent là-dessus. Et donc François Hollande réussit le tour de force de la COP21, et c'est un exemple de gouvernance globale. D'ailleurs, Laurence Tubiana, que les gens ne connaissent pas, qui a négocié pour la France l'accord pour le climat, est issue de la Ligue communiste révolutionnaire, et elle est spécialiste de la gouvernance mondiale à Sciences Po Paris. Donc c'est toujours des profils un peu comme ça, dont on comprend pas bien la continuité dans le parcours. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cet accord de Paris sur le climat est basé sur une étude de l'agence américaine
d'observation océanique et atmosphérique qui date de 2013 et dont un des auteurs, John Bates, quand il a démissionné en février dernier, a publié un article dans le Daily Mirror en Grande-Bretagne pour expliquer que l'étude qui avait servi de base à l'accord sur la COP 21 était intégralement bidon. Mais ça, peu importe, à la limite, ce qu'il faut, c'est l'histoire qu'on raconte. Peu importe si tous les tenants et aboutissants sont faux. Et en rompant, ce qui est une promesse électorale de Donald Trump, en rompant cet accord sur le climat, Donald Trump met un véritable coup d'arrêt et une démonstration de force nationale face à la gouvernance globale. Il a, paraît-il, hésité avant de rompre cet accord. Oui, peut-être, mais en tout cas, il le fait. Et à ce moment-là, la foudre se déchaîne encore une fois contre Donald Trump. Et Macron apparaît comme le grand champion du monde libre. Il y a eu un article du Point. Vraiment, c'est un sauveur, c'est un messie. Enfin, il y a vraiment un vrai projet. C'est-à-dire que Macron a tout de suite été comparé à Napoléon. Alors, on avait fait la même comparaison avec Sarkozy, mais cette fois, c'était à cause de sa taille. Là, il y a vraiment, à cause de son âge, à cause de son dynamisme, toute la communication, comme on l'a dit, est verrouillée. Rien ne dépasse. Et c'est hallucinant à écouter les médias. Personne ne dit même Donald Trump respecte une promesse de campagne. Personne, il n'y a même pas un éditorialiste pour dire ça. C'est tout le monde et le doigt sur la couture du pantalon. Macron le messie, Donald Trump le salaud. Toujours sur l'étranger, Xavier, je cite Faits et Documents, le président français Emmanuel Macron, la chancelière allemande Angela Merkel, le premier ministre britannique Theresa May, le président du Conseil des ministres italien Paolo Gentiloni, le premier ministre néerlandais Mark Rutte, le premier ministre suédois Stefan Löfven, le premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel, le premier ministre écossais Nicolas Sturgeon, le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker ont tous un point commun. Les principaux dirigeants de l'Union européenne n'ont pas d'enfants. Voilà, donc c'est une Union européenne sans enfants. Ils sont à l'image de la population qu'ils dirigent. C'est un vrai problème civilisationnel qui se pose devant nous. Xavier, en guise de conclusion, je voulais relever ce fait très amusant qu'on peut lire dans la page politiquement incorrecte de Faits et Documents. C'est ce tweet de maîtresse Gilda. Alors tu vas nous dire qui c'est, mais je vais lire le tweet avant. C'est presque émouvant de voir un de mes anciens clients rentrer au gouvernement. Xavier, qu'est-ce que c'est que ce tweet ? Alors, maîtresse Gilda se présente comme un travesti dominateur âgé de 40 ans et militant du syndicat du travail sexuel. Et donc, elle regarde, cette maîtresse Gilda, donc ce travesti dominateur, regarde les nominations du gouvernement Philippe et tweet « C'est presque émouvant de voir un de mes anciens clients rentrer au gouvernement ». Alors, le jeu des devinettes est ouvert. Essayons de découvrir qui est ce mystérieux client de maîtresse Gilda. Xavier, merci beaucoup pour cette heure la plus sombre, spéciale commentaire d'actualité en partenariat avec Faits et Documents. Alors, chers auditeurs, je vous rappelle encore une fois que vous pouvez vous abonner très facilement à la revue bimensuelle Faits et Documents en allant sur le site www.faitsetdocuments.com, 80 € par an pour 24 numéros. Une façon aussi de soutenir le travail colossal de Xavier.